Bonsoir Jacques Balthazar. Bonsoir. Vous êtes neuro-endocrinologue, chercheur à l'Université de Liège et auteur de 7 ouvrages hautement polémiques, on va le voir, qui s'intitulent « Quand le cerveau devient masculin ». C'est aux éditions Humaine Science. Vous y décortiquez les mécanismes biologiques qui font que mon cerveau, en tant que femme, n'est pas le même que votre cerveau d'homme. Que ça nous plaise ou non, c'est comme ça, dites-vous. Alors, oui. Jacques Balthazar, d'abord, votre avis de Belge, puisque vous êtes belge, pourquoi est-ce qu'en France, on a tant de mal à accepter ces différences entre les cerveaux, hommes et femmes? C'est assez difficile à circonscrire, mais il y a le fait que la recherche est en anglais, évidemment, et que la France est un peu isolée de la recherche par son langage. Il y a le fait aussi qu'il y a une tendance aux universités françaises à être plutôt gauchisante, et ce qui est inné, biologique, etc., est plutôt associé à la droite, donc c'est pas très bien vu. Il y a aussi la proéminence de la psychanalyse qui est restée très présente en France alors qu'elle a largement disparu dans le reste du monde. Donc tout ça mis ensemble peut-être explique le phénomène, mais je ne suis pas sociologue, moi je ne peux pas vous expliquer ça plus en détail. Je ne sais pas si la psychanalyse a disparu du monde, mais remontons un peu dans l'histoire. Il y a à peine 40 ans, la science, dites-vous, pensait qu'il n'y avait aucune différence justement entre les cerveaux, alors mâles et femelles, puisque à l'époque on regardait un petit peu ce qui se passait chez les animaux. Qu'est-ce qui a prouvé le contraire? Alors, ce qui a prouvé le contraire, c'est une découverte qui a été réalisée par Fernando Nottebohm, qui était chercheur argentin, qui travaillait à l'université Rockefeller à New York, qui a montré, en étudiant le cerveau des canaris et le cerveau d'une autre espèce de petit oiseau chanteur qu'on appelle le diamant mandarin, c'est des oiseaux qui ont des petites joues rouges, qui a montré que les zones qui contrôlent le chant sont plus volumineuses chez le mâle que chez la femelle. Alors, il faut savoir que dans les canaris, le mâle chante, la femelle chante très peu, et les zones du cerveau étaient 3 fois plus volumineuses. Chez le diamant mandarin, les femelles ne chantent pas du tout, et les zones du cerveau liées étaient 5 fois plus volumineuses. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un lien avec les zones cérébrales. Voilà, il y avait un lien avec les zones cérébrales, et ça a cassé un dogme qui était présent depuis qu'on avait fait des dissections de cerveau, c'est-à-dire à la Renaissance. Alors, partant de là, les chercheurs se sont demandé, est-ce que c'est la même chose chez les mammifères? Ils ont étudié le rat, ils ont étudié la souris, ils ont étudié la gerbille, ils ont étudié le cochon d'Inde, ils ont trouvé la même chose, et puis des gens ont commencé à regarder les cerveaux humains, et ont retrouvé ces mêmes différences dans les cerveaux humains. Et alors justement, premier enseignement, quand on lit votre livre, on se rend compte que les femmes naissent avec plus de neurones que les hommes. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est vous, dans le livre. Alors il faut un petit peu balancer tout ça. Bon, le volume du cerveau est plus grand chez l'homme, la densité des neurones est plus grande chez la femme. Plus de matière grise. Plus de matière grise, donc plus de neurones, mais par contre plus de connexions chez l'homme. Donc c'est organisé différemment. C'est pas qu'il y en a un qui est mieux fait que l'autre, c'est qu'ils sont faits différemment. En fait. Alors justement, ils sont faits différemment, et vous dites, au départ, l'homme est une femme. Alors là, expliquez-nous. Oui, alors ça, c'est une des découvertes de la neuroendocrinologie, c'est que le sexe qu'on appelle par défaut, ou le sexe neutre, c'est-à-dire le sexe qui est présent à la conception de l'embryon, c'est le sexe féminin ou femelle chez l'animal. Et c'est la testostérone qui va imposer la masculinité, donc qui va induire l'apparition de toute une série de caractéristiques qui sont des caractéristiques masculines, aussi bien au niveau morphologique, au niveau des structures génitales, qu'au niveau de noyau du cerveau, qu'au niveau des comportements. Donc le mythe qui dit que Ève est née de la côte d'Adam, ce n'est pas... le mythe et l'histoire religieuse telle qu'elle est enseignée n'est manifestement pas correcte. Ce n'est pas quelque chose qui a été tiré à Adam pour faire Ève, mais c'est quelque chose qui a été ajouté à Ève pour faire Adam. Alors, on comprend bien l'importance de l'inné quand on vous écoute, mais alors quel rôle quand même de l'acquis pour tous ceux qui nous regardent et qui nous disent « mais je croyais quand même que l'environnement social, familial, l'importance de l'éducation jouait énormément sur ensuite les dispositions du cerveau ». Tout ça joue bien entendu énormément. L'éducation différentielle qu'on donne nos petits garçons et nos petites filles depuis la première heure de leur vie va avoir une importance considérable dans le développement des différences comportementales et même des différences du cerveau, parce qu'on sait que le cerveau est plastique et réagit aux stimulations de l'environnement et change sa structure en réponse aux stimulations de l'environnement. Mais ceci étant, cette éducation va agir sur un terrain qui était déjà légèrement différent et elle va amplifier des différences préexistantes. Et alors, du coup, vous n'hésitez pas à mettre les pieds dans le plat. Et j'imagine que vous en avez peut-être choqué certains ou certaines, puisque vous revenez sur la fameuse question des préférences genrées. Donc, en gros, si on vous résume, c'est peluche et fleurs pour les filles, voiture et ballon pour les garçons. Et vous dites ça, c'est biologique. Alors, c'est en partie biologique. À nouveau, bon, rien n'est noir, rien n'est gris dans ce domaine-là. Rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris. Et donc,
c'est bien entendu le résultat en partie de l'éducation, mais on démarre de quelque chose qui est différent. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce qu'il y a eu des expériences? Ce qui me fait dire ça, c'est que d'une part, on a fait les mêmes expériences avec des singes dans 2 espèces différentes, dans 2 laboratoires différents, et les mâles préfèrent jouer avec des voitures, des camions, etc., et les femelles préfèrent jouer avec des peluches. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui dit c'est biologique au départ, puisque ça précède notre évolution, et c'est quelque chose qui se développe en l'absence d'expériences précédentes avec les jouets. Mais ce sont des animaux. Mais ce sont des animaux. Mais alors, est-ce qu'on peut transposer ça à l'homme? Oui, parce qu'on a toute une série de cas cliniques où des petites filles, par exemple, ont été exposées à trop de testostérone pendant leur vie embryonnaire, suite à une mutation des glandes surrénales qu'on ne discutera pas ici. Donc elles ont été exposées à trop d'hormones de type masculin. Et on se rend compte qu'à l'âge de 3 ou 4 ans, ces petites filles, qui ont été élevées comme filles, parce qu'on a arrêté cette production de testostérone pharmacologiquement, ces petites filles ont des préférences jouées de type garçon, font des décès de type garçon, et ultérieurement dans leur vie choisiront des carrières qui sont de type homme d'ailleurs. Alors qu'on soit fille ou garçon, ça n'empêche pas certains parents de refuser, en tout cas de réfléchir à la segmentation des jouets en fonction des sexes. Je vous propose qu'on écoute cette maman qui est dans un rayon justement de magasin de jouets, puis on commente ensuite. Comme ma fille aime bien les hélicoptères et les petits camions de pompiers, je pense qu'elle aura plutôt ça. Et puis c'est le rôle aussi un peu des parents de faire en sorte qu'ils puissent vraiment choisir ce qui leur plaît. Et puis si un petit garçon il veut une poussette ou une poupée, moi ça me choque pas non plus. Justement, c'est intéressant ce que dit cette maman. Est-ce que c'est le rôle, en effet, des parents d'ouvrir les centres d'intérêt, de les élargir? Est-ce que ça peut permettre de composer avec ce qu'on est aussi mais je crois qu'on doit essayer de laisser toute liberté à chacun de choisir ce qu'il désire, évidemment. Il n'y a pas de raison d'imposer les poupées aux filles et les Lego aux garçons. Ceci étant, moi j'étais au ski la semaine dernière avec toute ma petite famille, et mes 3 petits-enfants, il y a 2 garçons et une fille, ils jouaient tous sur leur tablette électronique, et les 2 garçons jouaient à des jeux de guerre et des jeux de combat, alors que la petite fille, elle jouait à un jeu de vocabulaire. Alors c'est tout de même assez différent, et c'est pas nous qui avions téléchargé les jeux, c'est pas nous qui leur avions imposé ça, donc il y a tout de même des intérêts différents dans la vie. Un dernier mot sur la toute fin de votre livre. Vous apportez un éclairage qui est tout à fait intéressant et nouveau sur les maladies, surtout sur les médicaments. Vous dites qu'il faudrait davantage adapter notre médecine, sinon il y a danger. Oui, parce que tous les essais cliniques ont été faits traditionnellement sur les hommes. Or, on sait que la physiologie féminine est différente de la physiologie masculine, et ça induit donc des problèmes de surdosage. Par exemple, 8 des 10 médicaments qui ont été retirés du commerce pendant les 15 dernières années aux États-Unis l'étaient parce qu'il y avait des effets secondaires chez la femme qui n'étaient pas présents chez l'homme et qui n'avaient pas été détectés chez l'homme. En conséquence, les instituts de la santé aux États-Unis, donc le NIH à Bethesda, a imposé maintenant que tout essai clinique soit réalisé sur les 2 sexes et que toute recherche expérimentale de base sur les rats, les souris ou les canaris soit faite sur les 2 sexes d'oiseaux ou de mammifères, sauf s'il y a une bonne raison. Évidemment, si on étudie le cancer de la prostate, il n'y a pas de raison d'inclure des femelles dans l'essai, mais on doit étudier les 2 sexes ou justifier pourquoi on ne le fait pas. Et adapter les posologies, du coup. Et adapter les posologies, en les détaillant davantage. Il faudrait. Et certains médicaments sont adaptés aux hommes, d'autres sont plus adaptés aux femmes. Les signes de la crise cardiaque sont différents chez l'homme et chez la femme. Il y a d'ailleurs une Française qui travaille beaucoup sur le sujet, qui s'appelle Claudine Junien, qui est une professeure de génétique émérite, qui a engagé une campagne à ce sujet-là pour essayer de créer une médecine sexuellement différenciée ou genrée, si l'on veut. Eh bien, le message est passé. Merci à vous. Merci Jacques Balthazar, neuro-endocrinologue. Et je rappelle le titre de ce livre passionnant, Quand le cerveau devient masculin, c'est aux éditions Humaine Science. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Ne bougez pas.